Bonjour, alors voici la dernière vidéo, en tout cas le dernier chapitre de physique que l'on traitera cette année en classe de Terminal S qui porte sur les transferts quantiques d'énergie. Alors c'est un chapitre qui sera une ouverture sur ce que peut-être vous ferez dans l'enseignement supérieur si vous avez choisi de continuer à faire de la physique, ou vous ferez un petit peu plus de physique quantique. Alors d'abord, on a parlé il y a quelques semaines d'autres types de transferts d'énergie qui étaient les transferts thermiques. Par exemple, par diffusion, quand un corps chaud est au contact d'un corps froid, on peut avoir un transfert d'énergie thermique du plus chaud vers le plus froid. On peut calculer une variation d'énergie interne associée pour chacun des corps, etc. Bon là, ce sont d'autres types de transferts que l'on va donc étudier. D'ailleurs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ce sera plutôt le cours de la semaine prochaine. Là, dans cette vidéo, je voudrais parler du bilan de l'activité intitulée l'énigme fondamentale que vous aviez à traiter pour débuter ce chapitre. Et je vais faire un retour en arrière, mais historique cette fois-ci. Au début du XXe siècle, il y avait deux visions qui s'opposaient pour décrire la matière, mais aussi la lumière. Ces deux visions étaient d'une part la vision ondulatoire et l'autre la description corpusculaire ou particulière. Donc certains pensaient que la lumière était une onde, ce qui est d'ailleurs plutôt logique, puisqu'on sait que la lumière peut se diffracter, on peut lui faire subir le phénomène d'interférence, par exemple, donc comme pour les ondes mécaniques, alors que d'autres physiciens, Einstein notamment, étaient partisans de la description corpusculaire ou particulaire. Alors ces deux adjectifs sont construits sur les mots corpuscule ou corps, tout simplement, et particule, donc ce qui viendrait à dire que la lumière est constituée d'un ensemble de petits grains, de petits corps, qui transporterait une certaine quantité d'énergie, comme on le voit après. Et il y avait vraiment un désaccord profond entre les deux clans, en quelque sorte. Certains étaient de fervents défenseurs de la description ondulatoire, donc qui consiste à dire, je répète, que la lumière est une onde qu'on qualifie d'électromagnétique, alors que d'autres défendaient la description corpusculaire, donc en disant que la lumière était constituée de petits grains, de petits corps, qu'Einstein avait appelés des photons. Alors, revenons tout de suite à Einstein. Donc, en 1905, le modèle particulaire est donc présenté par Einstein, qui va postuler, donc je rappelle qu'un postulat, c'est quelque chose qui est énoncé sans qu'on ait pu ni le démontrer, ni le vérifier expérimentalement. Donc, il postule que dans la lumière, en fait, il y a des petits grains qui transporteraient une certaine énergie lumineuse. La quantité d'énergie lumineuse est souvent appelée quantum d'énergie, alors c'est au singulier. Si on met au pluriel, ça fait des quantas d'énergie. Donc comme ce terme de quantum ou les quantas d'énergie n'était pas très parlant, pas très pratique, Einstein va ensuite rebaptiser ces grains d'énergie lumineuse des photons. Et en même temps, Einstein énonce, donc postule que chaque photon transporte donc un quantum d'énergie, une quantité d'énergie, notée ici E, et qui se calcule comme le produit d'une constante appelée constante de Planck, dont la valeur est notée ici, elle n'est pas à connaître par cœur, elle sera donnée dans des exercices, que multiplie la fréquence. Alors la fréquence ici n'est pas notée avec la même lettre que ce qu'on a vu en début d'année, on prenait un F minuscule pour la fréquence. Là on note nu, mais c'est bien la même grandeur, qui serait l'inverse d'une période, qui s'exprime en Hertz, et on trouve l'énergie en joules. En fait, la dualité entre les deux descriptions ondulatoires et corpusculaires se retrouvait jusque dans les notations. Donc pour les physiciens partisans de la description ondulatoire pour la lumière, la fréquence est notée F, c'est ce qu'on a fait dans les chapitres de début d'année en physique. Par exemple, célérité égale longueur d'onde fois fréquence, on prenait bien cette notation F, alors que les partisans de la description corpusculaire prennent cette notation. C'est rigoureusement la même grandeur, il n'y a pas de différence. Alors vous aurez parfois besoin dans les exercices d'une autre écriture de cette relation ici. On se rappelle donc en début d'année que la fréquence s'exprimait comme le rapport de la célérité de la lumière par la longueur d'onde. Donc on peut écrire cette formule E égale hc sur lambda, où c est donc la célérité de la lumière dans le vide, donc environ 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et la longueur d'onde doit être exprimée en mètres dans cette formule. Bon alors même si Einstein, c'est un physicien emblématique. Je pense que si vous demandez à n'importe qui dans la rue, y compris des personnes qui n'ont pas une formation en physique très poussée, vous leur demandez de citer un physicien, vous avez quand même de fortes chances pour que le nom d'Einstein sorte. Pourtant, à mon sens, en physique quantique, c'est pas lui qui a apporté le plus de choses, notamment parce que lui, il avait un parti pris, lui, il était partisan, en tout cas dans un premier temps, du modèle particulaire. En fait, celui qui a vraiment apporté quelque chose de révolutionnaire, c'est De Broglie. Alors, au lycée naval, il y a une salle qui s'appelle la salle de Broglie. Ça s'écrit De Broglie parce que, donc, je crois l'avoir déjà expliqué en classe, De Broglie, en fait, à la base, était italien, et il est arrivé en France et s'est fait naturaliser français. Donc, ce nom, c'est la forme francisée de son nom italien, mais ses contemporains qui le côtoyaient à l'époque
on continue à prononcer son nom à l'italienne, donc on ne dit pas De Broglie, on dit bien De Broglie. Bon, et donc, en 1927, l'énoncé fondamental et révolutionnaire que va faire De Broglie, c'est que lui dit il n'y a pas une vision, une description meilleure que l'autre. Ce ne sont pas les partisans de la description ondulatoire qui ont raison, c'est pas non plus les partisans de la description corpusculaire, mais personne n'a tort non plus. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux visions ne doivent pas s'opposer, mais elles sont complémentaires. Et donc ce que dit De Broglie et qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, pour toute particule ou tout objet, du moment que cette particule a une masse et une vitesse, donc on annule toutes les deux, eh bien la particule a une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde se calcule avec la formule qui est ici, qui fait intervenir la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement P, c'est la constante de Planck divisée par la longueur d'onde. Ou alors si vous remplacez la longueur d'onde par C sur nu, P c'est H fois nu sur C, c'est la même formule que celle qu'on a vue dans l'expression du quantum d'énergie avant. Donc dans cette formule, lambda c'est la longueur d'onde qui doit être en mètres, petit c la célérité de la lumière, donc toujours 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Bon, le petit h, la valeur n'est pas remise, mais c'est bien sûr la même que celle dans l'expression du quantum d'énergie. Et P, la quantité de mouvement. Alors vous avez une unité qui est indiquée ici, mais la quantité de mouvement, je vous rappelle, s'exprime comme la masse fois la vitesse. Donc si on reprend les unités du système international, ça donne une quantité de mouvement en kilogrammes mètres seconde moins 1. Ce sont deux unités équivalentes. Alors ça donne quelque chose d'assez étonnant, parce que ça veut dire que par exemple pour vous, individu, vous connaissez votre masse corporelle, si vous vous déplacez, vous marchez, je sais pas, 1 mètre par seconde sur un trottoir, eh bien amusez-vous à calculer votre longueur d'onde. C'est plutôt inhabituel, vous n'êtes pas habitué à calculer votre longueur d'onde, et en fait, vous-même, en tant qu'être humain, vous avez une longueur d'onde, tout comme une radiation de la lumière visible, comme les rayons X, etc. Et tous les objets, quels qu'ils soient, ont des longueurs d'onde, alors qu'on est plutôt habitué en physique à le faire, justement, pour de la lumière, qu'elle soit visible ou invisible. Bon, néanmoins, c'est la dernière propriété qui est en bas de cette page, vous avez vu dans l'activité que même si pour tout objet, du moment qu'on connaît sa masse et sa vitesse et qu'elles sont non nulles, même si donc pour tout objet, on peut calculer une longueur d'onde associée à cet objet, en réalité, bien souvent, ça n'a pas beaucoup de sens. Par exemple, pour vous, quand vous allez calculer votre longueur d'onde, vous allez calculer une longueur d'onde suivant votre masse corporelle de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, moins 36, moins 34. C'est évidemment une distance qui est extrêmement, extrêmement petite et qui n'a aucun sens. D'abord, elle n'est pas mesurable expérimentalement, c'est beaucoup trop petit, mais surtout par rapport à votre dimension caractéristique, alors que l'on prenne votre taille, votre tour de hanche, votre tour de poitrine, peu importe, une dimension caractéristique pour vous, elle serait de l'ordre du mètre. Si vous avez une longueur d'onde qui fait 10 puissance moins 34, moins 35 ou moins 36 mètres, ça n'a aucun sens et c'est complètement négligeable. Et donc, vous l'avez vu également à la fin de l'activité, finalement, on trouve une longueur d'onde qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qui est du même ordre de grandeur que la dimension caractéristique de l'objet, que pour des objets très très petites. C'est pour ça que la physique quantique, qu'on appelle aussi mécanique quantique, qu'on va voir par la suite là, pour les transferts quantiques d'énergie, en fait, elle n'a de sens, elle n'a d'intérêt que quand on s'intéresse à l'infiniment petit, donc typiquement à des tailles qui sont celles des atomes. Donc faire de la physique quantique pour expliquer le mouvement, par exemple, d'un skieur sur une piste enneigée, d'une navette spatiale dans l'espace, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on tombe sur des ordres de grandeur, de longueur d'onde qui seraient associés, qui sont négligeables et donc qui n'ont aucun sens. Donc je m'arrête là pour le cours, c'est la seule partie que vous avez à travailler pour cette semaine. On terminera la semaine suivante ce chapitre-là. Vous devez retenir sur cette page les adjectifs ondulatoires et corpusculaires et savoir que pendant longtemps il y a eu une dualité. Retenir que c'est De Broglie qui a cessé d'opposer les deux visions, mais au contraire qui les a réunies, qui a montré qu'elles étaient complémentaires, et connaître la formule énoncée par De Broglie. Je reviens en arrière, il faut bien sûr connaître l'expression du quantum d'énergie sans connaître par cœur la valeur de la constante de Planck qui sera donnée. Mais ça, c'est une formule que vous avez déjà vue en première, donc vous la connaissiez. Vous devez savoir donc que cette énergie s'appelle le quantum d'énergie, qu'elle correspond à la valeur d'énergie transportée par un photon. Et puis retenir que en fait, l'aspect ondulatoire n'a en fait pas très souvent à être pris en compte, mais il n'a à être pris en compte que si la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la taille de l'objet que l'on considère.